Elles n'ont adressé la parole à pratiquement personne pendant 30 ans, adoptant une attitude similaire, lente et étrange, avec un regard vide comme si elles étaient des zombies, comme si elles étaient possédées. Et à la mort de l'une d'elles, tout se débloqua. Mais quel est le secret des jumelles silencieuses ? June et Jennifer Gibbons n'ont jamais été comme les autres jeunes filles de Haverford West, une ville située dans le sud-ouest du Pays de Galles. Les deux sœurs jumelles étaient inséparables et ne pouvaient pas se passer l'une de l'autre. À vrai dire, en dehors de leur petite sœur et de leurs parents, elles n'adressaient la parole à personne. Un silence dans lequel leur arracher le moindre mot était très compliqué, voire impossible. Repliées à l'extrême sur elles-mêmes, elles adoptaient une attitude bizarre, voire très étrange pour les personnes qui ne la connaissaient pas. Même pour leurs parents, elles étaient énigmatiques. À un tel point où on pouvait se demander si elles n'étaient pas possédées par un démon. Une entité démoniaque qui aurait pris possession de leur corps jusqu'à leur mort. Et si pour certains cette bulle pouvait être perçue comme une sorte de protection face à un monde extérieur, coupées de tout, elles basculèrent peu à peu dans la folie. Les amis, aujourd'hui et à l'occasion de la sortie du film The Silent Twins au cinéma, nous allons nous plonger dans cette histoire énigmatique qui va vous faire froid dans le dos. Le cas de celles que l'on surnomme les jumelles silencieuses. Gloria et Aubrey Gibbons sont originaires de l'île de Barbade, aux Antilles. Le couple est arrivé en Angleterre au début des années 60. Aubrey est un militaire qui travaille comme technicien dans la Royal Air Force. Et alors qu'il est en mission au Yémen, le 11 avril 1963, sa femme donne naissance à June et Jennifer dans un hôpital militaire. De retour en Angleterre et après quelques années, les deux sœurs jumelles sont en âge de parler. Mais très rapidement, Gloria va remarquer que pour ces deux filles, cela est plus compliqué comparé aux autres enfants du même âge. Elle s'exprime en faisant des gestes, des sons. Pour elle, parler était très difficile, voire chaotique. Elle parlait une sorte de vieux créole désordonné et rapide. Pourtant, pour leur éducation, leurs parents avaient à cœur de bien parler anglais à la maison. Et cela restait tout de même très compliqué. Mais malgré cela, leurs parents vont aussi remarquer qu'elles ont une grande complicité, qu'elles s'adorent et ne peuvent pas passer du temps sans se voir. Une relation fusionnelle qui se développera en même temps que leurs troubles du langage. Une difficulté commune qui les conduiront avec le temps à adopter leur propre langue. En 1974, la famille Gibbons s'installe à Haverford West dans le Pays de Galles. Et c'est dans cette petite bourgade paisible que les jumelles passeront une partie de leur enfance. Sur le papier, Haverford West a tout d'une petite ville idéale. La cité est traversée par un fleuve paisible et abrite en son centre un château médiéval. Et malgré le cadre, la vie des jumelles va petit à petit devenir un enfer. Dans les années 70, dans la petite ville d'Haverford West, la population y est extrêmement homogène. À l'école, en dehors des Gibbons, tous les enfants sont blancs et ne se privent pas de faire ressentir aux jumelles leurs différences. Dès leur premier jour sur les bancs de l'école, June et Jennifer deviennent le centre d'une attention malsaine. Leurs camarades les pointent du doigt, leur tirent les cheveux et se moquent d'elles. Couplées aux troubles de la parole qu'elles ont et parlant très mal l'anglais, l'école devient très vite un enfer pour elles. À chaque fois qu'elles ouvrent la bouche, les autres élèves se complaisent dans des ricanements mesquins. Pour les jumelles, une telle violence est tout simplement insupportable. Et petit à petit, elles se renferment encore plus sur elles-mêmes. Après tout, au milieu de ce déferlement de haine, June ne peut compter que sur Jennifer et vice-versa. Cette isolation se ressent aussi dans leur langage, et à force de ne communiquer qu'entre elles, leur parler devient encore plus singulier, et même leurs parents ne les comprennent plus du tout. En fait, seule leur petite sœur, Rose, qui est arrivée quelque temps après dans la famille, est en mesure de les comprendre. Faisant office d'interprète, elle est la seule lien qui permet les échanges entre les jumelles et le reste de la famille. Désespérés, les parents assistent impassiblement au comportement étrange de leur fille, jusqu'au jour où un médecin a peut-être une solution. En 1976, June et Jennifer Gibbons viennent tout juste de célébrer leurs 13 ans. Alors même qu'elles refusent littéralement de parler à qui que ce soit, de lire et d'écrire en public, les sœurs insistent tout de même pour aller à l'école. Et d'ailleurs, pour certains observateurs, c'est un signe.
le signe qu'en dépit de leur relation fusionnelle, June et Jennifer ressentaient une profonde solitude. Un jour, lors d'une journée de vaccination, elles font la rencontre du Dr John Reese. Chargé de vacciner les enfants contre la tuberculose, il administre le vaccin aux jeunes filles. Mais impassible, silencieuse, le regard vide, comme s'il n'y avait pas d'âme qui vive à l'intérieur de ces deux petits corps, le Dr Reese est intrigué par le comportement étrange des jumelles. Pour en venir à leur aide, le Dr John Reese contacte plusieurs spécialistes, notamment un psychologue pour enfants. Et après avoir obtenu l'accord des parents, les deux sœurs sont inscrites en thérapie. Suivi, de nombreuses personnes se penchent sur leur cas. Psychiatres, psychologues, psychothérapeutes ou orthophonistes, malgré tout ce beau monde, elles restaient impassibles. Un vrai mystère pour le corps médical. Et il y avait de quoi, parce que parler aux jumelles silencieuses, c'était comme s'adresser à un mur. Par ailleurs, en plus d'avoir développé leur propre langue, les jumelles avaient un comportement bien à elles. Elles se déplaçaient toujours doucement et agissaient de façon synchrone. En les regardant, les médecins avaient l'impression de voir deux faces d'un même miroir, comme si elles ne faisaient qu'un. En 1977, une orthophoniste, Anne Treharne, leur propose d'enregistrer des séances. Ainsi, les jumelles sont seules dans une pièce, l'orthophoniste les laissant discuter entre elles. Mais malgré le peu de résultats, Anne remarque que June est plus enclin à vouloir parler, et que rapidement Jennifer l'en dissuadait. Pour l'orthophoniste, Jennifer entretenait une pression psychologique sur sa sœur. C'est là que le Dr Reese suggère de les placer dans un internat différent. Malheureusement, c'est une très mauvaise idée puisque cela a une influence opposée. Dès qu'elles furent séparées, les jumelles sombrèrent dans un état presque catatonique. Durant des jours, elles restèrent prostrées, figées, sans pratiquement réaliser le moindre mouvement. Au départ, le personnel croyait une farce, mais force fut de constater que ce n'était pas le cas. Après plusieurs jours, par crainte que leur santé ne se détériore, les médecins décidèrent de réunir les jumelles. Et là, elles sont revenues à la vie. Après plus d'1 an à essayer de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, le Dr Reese est obligé de jeter l'éponge. Il ne sait pas comment venir en aide aux jumelles silencieuses. De retour chez elles, les sœurs se retranchent dans leur chambre. Désormais, elles refusent de se rendre en cours et communiquent avec le monde extérieur en glissant des bouts de papier sous leur porte. Et très créatives, les jumelles s'inventent un monde au sein duquel leurs poupées prennent vie. Dans leur univers, chaque pantin a une histoire, une personnalité et des interactions sociales avec les autres poupées. Mais la particularité, c'est que ce n'est pas vraiment des contes de fées qui leur arrivent. Pour tout dire, chaque poupée connaît un destin tragique. Certaines meurent d'une fracture du crâne, d'autres de blessures, ou encore sont portées disparues ou même présumées mortes. En 1979, leur mère leur offre à chacune un petit carnet d'écriture. Ce petit carnet va devenir leur journal intime, mais pas que. Elles vont aussi l'utiliser pour étaler leur imagination à travers de nombreuses histoires. Fascinées par la Californie, elles feront de cet État américain le théâtre de leurs plus beaux récits. L'une des œuvres les plus marquantes des jumelles est Pepsi Cola Addict. Dans cette courte nouvelle, Preston, un jeune de 14 ans, sera envoyé dans un centre de détention pour avoir volé un dépanneur. Là-bas, il croisera la route d'un garde homosexuel qui s'épandra de lui et lui composera une pièce de théâtre. Les jumelles ayant suivi des cours d'écriture par correspondance et avec le temps ont bien l'intention de faire publier leurs textes. Et pourquoi pas être reconnues pour leur passion. Elles vont donc présenter Pepsi Cola Addict dans le but d'être publiées. Mais malheureusement, de l'avis des critiques, le texte est plutôt mal écrit et elles feront face à de nombreux refus. Pour les sœurs, ce n'est pas grave. Cela n'empêchera pas de le faire publier en utilisant le peu d'argent qu'elles avaient. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Et malgré cela, les sœurs continueront d'écrire. L'un de leurs récits raconte l'histoire d'un médecin qui, pour sauver son enfant malade, tue son chien, prélève son cœur et le greffe à son fils. Sauf que l'âme du chien prend possession du petit garçon et cherche à se venger de la trahison du père. Avec le temps, elles continueront toujours d'écrire, réalisant pas moins d'une douzaine d'histoires. Néanmoins, le côté replié sur elles va voir ses limites. À la fin de l'adolescence, June et Jennifer rencontrent des jeunes de leur âge. 2 Américains qui sont en vacances au Pays de Galles.
Là, elles commenceront à sortir de plus en plus, mais pas forcément avec de bonnes intentions. Mais à la fin de l'été, les jeunes Américains retournent chez eux. June et Jennifer, qui avaient enfin rencontré des personnes qu'elles appréciaient et avec qui elles se sentaient bien, cela est un vrai déchirement. En colère, petit à petit, les jumelles vont sombrer entre marijuana et alcool, enivrées par le goût du risque et repoussant toujours un peu plus les limites. Elle, autrefois si effacée, se livre désormais à des cambriolages mineurs et à des vols à l'étalage. Un jour, sans raison apparente, elles mettent le feu à de petites choses, qui, avec le temps, prendra de plus en plus de proportions, au point qu'un jour elles mettent le feu à un magasin de tracteurs. Heureusement, la situation est rapidement maîtrisée. Mais quelques mois plus tard, extasiées par cette nouvelle lubie, elles s'en prennent à un lycée technique. Et cette fois-là, c'est le drame. En quelques minutes, les flammes se répandent comme une traînée de poudre et se transforment en un incendie dévastateur. Pour les autorités, c'est le crime de trop. Et au vu de leur comportement, les jumelles sont arrêtées en 1981 et internées dans un hôpital psychiatrique. Dès leur arrivée, les deux jeunes filles manifestent leur rejet des règles. Tout comme la période où elles étaient séparées en internat, June sombre dans un état catatonique. Quant à Jennifer, elle s'en prend violemment à l'une des infirmières chargée de lui administrer les soins. Mais le plus étrange reste les observations du corps médical. En observant les sœurs Gibson, les médecins se sont rendus compte qu'elles avaient des habitudes étranges. Par exemple, elles mangeaient uniquement à tour de rôle. Durant certains jours, June allait manger à satiété, tandis que Jennifer se laissait mourir de faim. Puis avant qu'il ne soit trop tard, elles inversaient leur rôle. Parfois, les sœurs se figeaient dans une position similaire, très bizarre alors qu'elles n'étaient pas en contact l'une avec l'autre, comme si avec le temps elles avaient adopté un rythme et des habitudes chroniques, comme si sans se voir elles savaient ce que l'autre faisait. Après 12 ans au centre psychiatrique de Broadmoor, Marjorie Wallace, une journaliste qui avait entendu parler de leur histoire, vient les voir comme à leur habitude. Marjorie n'est pas n'importe qui pour les jumelles, car depuis des années, elles avaient l'habitude de se voir régulièrement. D'ailleurs, avec le temps, elles ont commencé à lui parler, et même à se confier. Et un jour de mars 1993, Jennifer glissa à l'oreille de Marjorie une phrase qui lui glace le sang. Elle lui dit « Je vais devoir mourir car nous l'avons décidé ». Stupéfaite, Marjorie venait pourtant de leur annoncer le jour même qu'elle serait transférée dans un établissement moins strict. Mais avec cette phrase, elle craignait que Jennifer mette fin à ses jours. Mais malgré la vigilance qui entoure Jennifer, malheureusement, quelques jours avant leur transfert, elle est retrouvée morte mystérieusement dans son sommeil. Par la suite, une autopsie dévoilera que Jennifer est morte des suites d'une inflammation du cœur. Bien qu'attristée, petit à petit, pour June, la perte de sa sœur devient une délivrance. Elle dira « Je suis enfin libre, libérée et enfin Jennifer a renoncé à sa vie pour moi ». Mais depuis lors, June est rentrée auprès de sa famille et mène désormais une existence normale. Capable de s'exprimer avec n'importe qui, elle n'est plus suivie par des psychiatres. Mais ce qui pourrait s'avérer comme une fin heureuse, pour Marjorie Wallace, toute cette histoire cache quelque chose. Un mystère dont elle veut connaître la vérité. Comment June peut-elle, à la mort de Jennifer, se métamorphoser et reprendre goût à la vie ? Est-ce qu'il y avait vraiment un démon en elle qui les aurait possédés, comme si la mort de l'une ou l'autre n'était que la seule solution à leur étrange comportement ? Pour la journaliste, le seul moyen d'en savoir plus était de consulter les journaux intimes des deux sœurs. C'est là qu'elle s'aperçoit que les jumelles, à la relation si fusionnelle, avaient en réalité un univers très sombre, très obscur et encore plus que ce que l'on pourrait imaginer. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, June et Jennifer se détestaient à un point de vouloir la mort de l'une et de l'autre. Une réelle violence émotionnelle mais aussi physique, au point où une fois l'une avait essayé d'étrangler l'autre à mort. Ou encore cette fois où June avait essayé de tenter de tuer Jennifer en la noyant. En parcourant le journal intime de June, Marjorie découvre que June se sentait possédée par sa sœur, qu'elle décrivait comme une ombre noire planant au-dessus d'elle. Quant à Jennifer,
Dans son carnet, elle décrivait June comme le visage de la misère, de la tromperie et du meurtre. Les deux sœurs jumelles se décrivaient comme des ennemis mortels, mais malgré la haine et la violence, il y avait toujours ce besoin de l'une et de l'autre, ne pouvant pas vivre séparément. Une véritable relation toxique où chacune d'entre elles, à leur manière, exerçait une pression psychologique sur l'autre. Pour les sœurs Gibson, elles ne faisaient qu'un, et vivre sans son ombre leur était impossible. Pendant les mois précédant leur transfert de l'hôpital, elles se disputaient pour savoir quelle jumelle donnerait sa vie pour l'avenir de l'autre. Elles savaient que leur relation toxique était un frein et que le sacrifice de l'une d'elles serait une libération. Les sœurs Gibson ont souffert pendant presque 30 ans de leur relation toxique. Mais paradoxalement, c'est aussi dans cette relation qu'elles se ressourçaient et s'épanouissaient. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que va donner le film. J'ai mis la bande-annonce dans la description si vous souhaitez la voir. Et si vous souhaitez voir une nouvelle étrange histoire, vous pouvez cliquer juste ici. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau, vous pouvez cliquer juste là pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.